Cotine, que peut-on retrouver sur nous, sur notre famille ou nos proches en partant par exemple d'une simple photo et d'un prénom? M'en fiche. Posez-vous la question. Parce qu'il existe des sociétés dont le métier, c'est de collecter et de revendre nos données personnelles. Non seulement nos adresses mail, mais aussi nos adresses postales, nos numéros de téléphone, l'identité de nos proches, nos habitudes de consommation, etc., etc. Et toutes ces informations, elles sont revendues. Et elles peuvent être plus ou moins bien utilisées. Bon, si c'est pour nous téléphoner, pour nous vendre des panneaux solaires, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Mais qui sait jusqu'où ça peut aller? Et c'est pourquoi il faut que je vous parle d'Incogni, notre sponsor du jour. Incogni, son métier, c'est de demander à notre place, à ces marchands de données, de supprimer les informations qui nous concernent. Et contrairement à nous, Incogni ne se décourage pas. Quand le courtier en données ne répond pas ou fait traîner les choses, Incogni insiste. Et puisque le RGPD impose aux data brokers de supprimer nos données personnelles quand on le leur demande, alors ils finissent par le faire. Et peu à peu, nos informations disparaissent de leurs fichiers informatiques. Et si on ne peut plus nous retrouver, on ne peut plus nous nuire non plus. Et grâce à mon code de réduction TRICOTINE, ou au lien ci-dessous, vous pouvez obtenir 60% de réduction sur l'abonnement annuel pour qu'Incogni veille sur le respect de votre vie privée. Alors cliquez sur le lien pour soutenir la chaîne et découvrir Incogni. Et maintenant, la vidéo. L'autre jour, le streamer Finizy a démasqué en direct un prédateur sur sa chaîne Twitch. Bah oui, forcément, j'y pense. Ah, donc toi aussi, t'y penses. Donc tu penses à quoi du coup? Toi aussi, t'y penses. À mon sexe, par exemple. Mais moi j'ai 14 ans. 14 ans. Et alors? À 14 ans, t'as des filles qui ont déjà fait l'amour, hein. Même avant, hein. T'en connais pas dans ton collège? Le lendemain, le prédateur en question se rend de lui-même au commissariat, où il est placé en garde à vue avant d'être mis en examen puis écroué. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose, c'est pas exactement oui au pays du politiquement correct. Ça risque de ne pas plaire du tout à l'algorithme de YouTube. Alors, pour éviter que ma vidéo soit invisibilisée, alors qu'elle parle de prévention, je vais être obligé de prendre certaines précautions. Plutôt que de biper certains mots sensibles en post-production, comme j'ai déjà fait sur la chaîne, j'ai préféré aujourd'hui utiliser des mots qui vont vous permettre de comprendre ce dont je parle, tout en passant les barrières de YouTube. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous parle de prédateur. Vous comprendrez aisément de quelle sorte de prédateur il s'agit. Dans l'affaire du prédateur démasqué par Finizy, les choses se sont passées de la façon suivante. Comme il le fait régulièrement sur sa chaîne Twitch, Finizy se présente sous les traits d'une adolescente en modifiant sa voix et son apparence physique grâce à l'utilisation d'une intelligence artificielle. Et là, il tombe sur un sexagénaire qui lui propose rapidement de l'inviter à un événement sportif, mais qui en échange lui fait des propositions équivoques, ou plutôt des propositions qui ne sont pas équivoques du tout. Dans la conversation qui suit, l'interlocuteur sous-entend qu'il est lui-même quelqu'un de connu, et en effet, très rapidement, certains viewers de Finizy identifient cet homme comme étant un ancien responsable dans le monde sportif. Le prédateur apprend très vite qu'il s'est fait piéger, il se rend de lui-même au commissariat, près de son domicile, où il est d'abord mis en examen, avant d'être ensuite placé en détention. Donc, tout est bien qui finit bien. Sauf que... Avant que je n'oublie, je serai prochainement au Japan Tour Festival. Ça se passe début juillet, les 3, 4 et 5 juillet, au Parc des Expositions à Tours. J'y serai les 3 jours en compagnie de dizaines d'autres invités. Alors venez nombreux et nombreux, et vous pourrez découvrir le programme. Il est ici et en description, je vous en reparle bientôt. Que des journalistes, des citoyens ou des citoyennes traquent des prédateurs, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis très longtemps. Par exemple, aux États-Unis, il y a 20 ans, sur la chaîne NBC, il y avait une émission de télé-réalité qui s'appelait To Catch a Predator, attraper un prédateur. Il s'agissait d'une télé-réalité dans laquelle l'équipe de production piégeait en caméra cachée des personnes qui contactaient des mineurs sur Internet, dans le but que vous imaginez, et ceci afin de les faire arrêter. Cette émission a duré 3 ou 4 ans, mais elle s'est arrêtée rapidement à la suite du suicide d'une des personnes mises en cause. Il faut dire que la sœur de ce monsieur avait attaqué NBC, qui est l'un des plus gros networks, un des plus gros groupes audiovisuels états-uniens, et elle accusait NBC d'être responsable du suicide de son frère. Il n'y avait d'ailleurs pas eu de procès à l'époque parce que NBC avait préféré négocier, mais ça avait entraîné l'arrêt définitif de cette télé-réalité.
Au Canada, il y a plus ou moins la même chose, avec des groupes qui se font appeler les creep catchers, en gros les attrapeurs de pervers, les attrapeurs de sales types. Là aussi, les creep catchers se faisaient passer pour des mineurs afin de démasquer des prédateurs, mais contrairement à To Catch a Predator, ils agissaient de façon moins organisée, soit à titre individuel, soit par petits groupes. Et c'est un petit peu dans cette lignée que s'inscrit Finis. Depuis 3 ans, il publie sur sa chaîne YouTube des extraits de ses live Twitch. En plus de quelques vidéos de prank, style je drague une prof devant ses élèves ou je drague sa daronne, et bien très vite il se met à publier aussi des vidéos dans lesquelles il piège des prédateurs. Et récemment, l'une de ces vidéos a beaucoup buzzé dans les médias. C'est celle qui concerne ce fameux responsable dans le milieu sportif. Alors, on pourrait croire que c'est la meilleure des choses que des citoyennes et des citoyens participent ainsi à la protection des mineurs en mettant hors d'état de nuire ce genre de pervers. D'autant plus que signaler la commission d'une infraction aux autorités, eh bien c'est quelque chose de normal. Et je vais même aller plus loin, dans certains cas, c'est même une infraction pénale de ne pas le faire. Notamment lorsqu'on a connaissance d'un crime, puisque si on connaît l'existence d'une infraction particulièrement grave comme un crime, et qu'on ne fait rien pour l'empêcher, ou pour éviter aux criminels de recommencer, eh bien on encourt 3 ans de séchoir et une grosse amende. Cependant, tout n'est pas forcément aussi simple. En effet, plusieurs problèmes vont venir se poser avec cette participation citoyenne à la chasse aux prédateurs. Parce que, dans cette affaire, tout le monde va courir des risques. Bien évidemment, le prédateur lui-même courir un risque, celui de se faire arrêter, mais ça c'est normal, c'est même un petit peu le but recherché. Premier problème, c'est que à cette occasion, les droits du prédateur risquent de ne pas être respectés, parce que même si c'est un sale type, il a quand même des droits, notamment celui de la présomption d'innocence. Il a aussi le droit à un procès équitable. Mais à ce sujet, il y a souvent une énorme confusion dans l'opinion publique. Il faut que je vous en parle un petit peu plus. Souvent, on entend dire que le droit protège les criminels et qu'il empêche de les punir sévèrement. Alors oui, je vais vous spoiler quelque chose. Le droit protège les criminels, et il est même fait pour ça. Mais ça, c'est pas parce qu'il protège les criminels que c'est scandaleux et qu'il faudrait limiter le droit. Au contraire, parce que raisonner ainsi, c'est un petit peu raisonner à l'envers. C'est commencer par tirer une flèche sur une cible et ensuite tracer la cible autour de la flèche. Parce que dans la réalité, les choses se passent très différemment. Il y a une infraction qui a été commise et il y a peut-être différents suspects. Et parmi ces suspects, il y a peut-être l'auteur de l'infraction. Il y a peut-être aussi ses complices. Il y a peut-être aussi des gens sans aucun rapport avec l'infraction. Des gens qui étaient juste là par hasard. Et tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. Vous, moi, tout le monde en bénéficie dès lors qu'on est concerné par une procédure pénale. Et ça va être le travail des enquêteurs de renverser cette présomption d'innocence en prouvant la responsabilité de telle ou telle personne dans la commission d'infraction. Donc, dire que la présomption d'innocence bénéficie aux criminels, oui, évidemment, elle est même faite pour ça. Mais elle ne bénéficie pas uniquement aux criminels. Elle bénéficie à chacun et à chacune d'entre nous si nous sommes suspectés, à tort ou à raison, d'avoir commis une infraction. Et grâce à ça, ça ne sera pas à nous de prouver qu'on est innocent, ce qui est d'ailleurs impossible, puisque ça reviendrait à tenter de prouver l'inexistence de quelque chose. C'est au contraire aux forces de l'ordre, à la justice, de prouver que nous sommes coupables. Et si elle n'y arrive pas, alors on ne pourra pas être condamné. La présomption d'innocence, c'est ça. Vous voyez que c'est assez loin des fantasmes véhiculés par certains médias. Pour revenir au prédateur dévoilé par Finisi, il a été présenté comme coupable pendant son live et dans le replay sur YouTube. Bon, heureusement, il a réellement commis les faits qui lui sont reprochés. C'est d'ailleurs constitué prisonnier à cause de ça. Mais qu'en aurait-il été si Finisi avait fait erreur? S'il avait présenté comme coupable une personne qui ne l'est pas? Parce que le fait d'être exposé comme ça sur les réseaux sociaux, ça peut causer des dommages considérables. Rappelez-vous de l'arrêt de To Catch a Predator à la suite du suicide d'une personne mise en cause. Alors évidemment, on pourrait ne pas trop réfléchir, voire ne pas réfléchir du tout, et se contenter de dire « bien fait pour eux ». Mais ça, ce n'est pas l'administration d'une bonne justice, c'est de la vengeance, c'est de la justice populaire au mieux. Et la justice populaire, elle est à la justice, ce que la démocratie populaire est à la démocratie. La justice, elle se rend dans les tribunaux, elle ne se rend pas sur Twitch, elle ne se rend pas sur YouTube, elle ne se rend pas sur les réseaux sociaux.
Donc, c'est grave pour les prédateurs, mais c'est grave aussi pour leurs victimes. Parce que ça fait courir un risque aux victimes. Parce que le premier droit des victimes, c'est d'être reconnues comme victimes. Mais Finizy et les autres, ce sont des citoyens et des citoyennes ordinaires. Ce ne sont pas des magistrats, ce ne sont pas des gendarmes, ce ne sont pas des policiers. Ça veut dire que, d'une part, ils n'ont aucune formation spéciale pour faire ce qu'ils font. Et ça veut dire surtout qu'ils n'ont aucun pouvoir juridique spécial d'enquête et d'investigation. Et puisqu'ils n'ont pas ce pouvoir, eh bien le risque c'est que, sans le vouloir, ils alertent les prédateurs sans pouvoir les empêcher ensuite de détruire les preuves de leurs infractions. Un délinquant qui se fait démasquer, eh bien, souvent son premier réflexe, c'est de chercher à détruire les preuves de ses infractions. Ils peuvent chercher par exemple à détruire les enregistrements compromettants. Bon, là, sincèrement, d'un point de vue informatique, c'est souvent remédiable, parce que les enregistrements informatiques laissent souvent des traces. Et pour les effacer complètement, eh bien, il faut savoir faire. Et quand on ne sait pas faire, eh bien, ces traces permettent souvent de retrouver les enregistrements soi-disant effacés. Et parfois même, ils ne sont pas effacés du tout, ils sont juste invisibilisés aux yeux de l'utilisateur. Par exemple, en les mettant dans une corbeille, puis en vidant la corbeille, mais il est très facile de les retrouver. Mais le prédateur peut également aller plus loin, se débarrasser de son ordinateur, ou le détruire. Il peut même carrément disparaître avant d'être arrêté. Bref, à chaque fois que les chasseurs démasquent un prédateur et qu'ils lui dévoilent qu'il a été démasqué, eh bien ça risque fort de partir en couille. Eh bien ça risque fort de partir en cacahuète. En d'autres termes, cette recherche sauvage au prédateur, même si elle est faite dans un but parfaitement louable, eh bien elle fait courir un risque à l'enquête future. Pour résumer, ça fait courir un risque au prédateur, parce qu'il a des droits, les mêmes que tout le monde quand on a affaire à la justice. Ça fait courir aussi un risque à la victime, celui notamment de compromettre l'enquête ou de détruire les preuves, et que ça se termine par un non-lieu, et ça fait enfin courir un risque au chasseur lui-même. Nous sommes au milieu de la vidéo, ça veut dire qu'elle vous plaît. Alors des vidéos comme celle-ci, j'en produis plusieurs fois par mois, alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Cette chasse aux prédateurs peut donc faire courir un risque aux chasseurs eux-mêmes, parce qu'à l'occasion de leur activité de recherche et de dévoilement de prédateurs potentiels, eh bien ils risquent fort de commettre certaines infractions. Et parmi ces infractions, je pense notamment à l'atteinte à la vie privée, qui est une infraction, mais aussi au fait de diffuser des informations personnelles dans le but de nuire à autrui. Alors ça, c'est une infraction nouvelle dans le Code pénal français. Une infraction qui a été introduite après l'assassinat de Samuel Paty. Il s'agit de réprimer le fait de diffuser des informations qui permettent d'identifier une personne et qui risquent de l'exposer à un risque d'atteinte. Il est tout à fait vraisemblable qu'une personne dévoilée dans le cadre d'une chasse aux prédateurs se retourne ensuite contre le chasseur et cherche à le faire condamner. Juridiquement, c'est un risque qui n'est pas du tout négligeable. Je vous explique pourquoi. Peu importe les motivations qui vous poussent à commettre une infraction, le droit y est indifférent. Et si l'infraction est commise, alors la justice peut condamner. Par exemple, vous voulez un sac de nounours en guimauve dans un supermarché. Peu importe que ce soit parce que vous avez faim, parce que vous voulez l'offrir à quelqu'un qui en a envie ou pour le revendre. Dans tous les cas, l'infraction est constituée. Vous pouvez être poursuivi et condamné pour vol. Eh bien, c'est pareil pour la diffusion d'informations faisant courir un risque à un prédateur. La justice serait probablement clémente pour le chasseur de pervers, mais l'infraction serait quand même constituée et il serait quand même déclaré coupable. Et ce que je viens de vous dire concernant la diffusion d'informations personnelles dans le but de nuire est également valable pour l'infraction d'atteinte à la vie privée. Donc, les chasseurs de prédateurs courent un risque pénal, celui d'être condamnés alors même qu'ils tentent de lutter contre la criminalité. Et puis, il y a encore un autre risque couru par les prédateurs, un risque qui n'est pas du tout juridique, mais un risque qui peut se révéler très grave. Les représailles, parce que les chasseurs de prédateurs font régulièrement l'objet de menaces. D'ailleurs, à ce sujet, je vais essayer d'inviter prochainement en live sur ma chaîne Twitch, d'inviter Finizy, pour qu'il vienne nous raconter son expérience. Il n'est pas exclu qu'un prédateur tente d'aller au-delà des simples menaces et qu'il cherche réellement à se venger. Alors vous le voyez, cette activité, cette chasse aux prédateurs par des non-professionnels du droit, eh bien elle cause au moins autant de problèmes qu'elle n'en résout.
Ne serait-ce que parce que si certains chasseurs de prédateurs essaient vraiment de collaborer sérieusement avec les autorités, d'autres en revanche glissent davantage vers une sorte de spectacle dans lequel la recherche des prédateurs n'est qu'un prétexte pouce au clic pour faire des vues. Rappelez-vous l'émission To Catch a Predator. Cependant, le tableau n'est pas totalement négatif pour autant. Et là, il faut que je vous parle de ce que les chasseurs de prédateurs peuvent aussi apporter à la justice. Les vidéos de leurs interactions avec des prédateurs peuvent être utilisées devant les juges pour prouver la commission d'infractions, même si elles ont été tournées en violation des droits des prédateurs, même si les chasseurs ont eux-mêmes commis des infractions en les tournant. Parce que lorsqu'un policier ou un gendarme mène une enquête, il doit respecter un certain nombre de règles. En gros, le code de procédure pénale. Et s'il ne respecte pas ces règles, alors toute partie de l'enquête pourrait être annulée. Et au final, un prédateur risquerait de passer entre les mailles du filet et ne pas être condamné. Par exemple, les enquêteurs peuvent faire certaines choses pour trouver les preuves d'une infraction. Ils peuvent faire ce qu'on appelle une enquête sous couverture, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire passer pour une personne mineure. Ils peuvent le faire, mais à condition, d'une part, d'avoir reçu une formation spéciale pour ça, et d'autre part, d'être spécialement habilités pour le faire. Mais c'est pas tout. Parce que lorsqu'ils sont sous couverture, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Par exemple, ils ne peuvent pas pousser à la commission d'une infraction. En d'autres termes, ils ne peuvent pas provoquer un délinquant et faire en sorte qu'il commette une infraction qu'il n'aurait peut-être pas commise s'il n'y avait pas été incité. En revanche, ils peuvent l'inciter à donner des preuves de la commission de cette infraction. Juridiquement, ça s'appelle le principe de loyauté de la preuve. Et dans la pratique, on a plutôt l'habitude de dire que l'enquêteur ne peut pas provoquer une infraction, mais qu'il peut provoquer à la preuve de l'infraction. Et la nuance entre les deux, elle est ténue. Vous le constatez une fois de plus, le droit, c'est quelque chose qui est tout en nuances. Tout ça parce que la justice a besoin d'une enquête sérieuse et de preuves solides pour pouvoir condamner, tout en respectant les droits de la défense. Et cette enquête sérieuse et ces preuves solides, c'est justement ce qui manque avec ce que font les chasseurs de prédateurs. Ils sont à mi-chemin entre la dénonciation citoyenne d'une part et l'enquête sous pseudonyme d'autre part. Mais paradoxalement, leur enquête peut quand même être utile dans le cadre d'une enquête pénale. Je vous disais tout à l'heure que les enquêteurs professionnels ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi lorsqu'ils enquêtent. Notamment, ils ne peuvent pas recourir à des moyens déloyaux pour recueillir les preuves des infractions, sous peine que leur enquête soit déclarée nulle. Eh bien ça, les chasseurs non professionnels n'y sont pas soumis. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que si les chasseurs de prédateurs commettent une infraction pendant leur recherche, eh bien les preuves de l'infraction commise peuvent servir quand même à faire condamner le prédateur. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas en droit pénal. Par exemple, imaginons que j'ai été victime d'une infraction et que la seule façon pour moi de prouver cette infraction, c'est de voler une lettre pour pouvoir la présenter ensuite à la justice. Eh bien la justice pourra tout à fait tenir compte de cette lettre, même si elle a été volée, quitte à me condamner ensuite pour vol de correspondance. Eh bien c'est la même chose pour les vidéos faites par les chasseurs de prédateurs. Je vous le répète, la justice, elle se rend dans les tribunaux. Pas sur Internet, pas sur les réseaux sociaux, pas dans un live sur Twitch. Vous pouvez maintenant le constater en regardant cette autre vidéo sur une autre affaire judiciaire ou alors une autre vidéo au hasard de « Vous avez le droit ».